Dans les Laurentides, 315 personnes ont été identifiées comme ayant été victimes de traite de personnes, tandis que 80 autres sont suspectées de l'avoir été. C'est ce que révèle un rapport de recherche dévoilé le 1er décembre par le Cégep de Saint-Jérôme et le Phare des Affranchis. Pour en parler, nous avons avec nous la cofondatrice de cet organisme, Nathalie Klatt. Bonjour Nathalie. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci, vous-même. Oui, merci. Donc, comme je le disais, une étude, une première dans les Laurentides qui vient tout juste d'être publiée. C'est le Phare des Affranchis qui a mené l'étude en collaboration avec le Cégep de Saint-Jérôme. Vous êtes la cofondatrice du Phare des Affranchis. Si vous me parliez d'abord de cet organisme-là. Oui, exactement. Au fait, c'est vraiment un projet, un projet commun entre le Phare des Affranchis et le Cégep de Saint-Jérôme. C'est un organisme, le Phare, qui est basé à Saint-Jérôme, mais qui couvre la région des Laurentides dans son ensemble. On travaille contre la traite de personnes sous toutes ses formes, l'exploitation d'êtres humains. Toutes les victimes, peu importe leur âge, peu importe leur genre. Et ce qu'on fait, bien, on a vraiment beaucoup de services, c'est-à-dire qu'autant au niveau de l'intervention directe, au niveau de l'intervention individuelle ou de groupe auprès des personnes, également le développement de programmes. Donc, on travaille beaucoup avec le corporatif, l'industrie touristique. On donne de la formation au milieu de la santé, milieu scolaire. Donc, on est quand même actif sous plusieurs volets parce que c'est un enjeu complexe qui mérite une réponse assez globale. Donc là, vous avez fait une étude qui s'est étendue sur combien de temps? Et si vous me parliez un peu de la méthodologie de cette étude-là avant qu'on arrive aux résultats. Oui. Au fait, l'étude qu'on a faite, notre objectif, c'était de venir, avec le Cégep de Saint-Jérôme, de venir voir comment est-ce que se passe l'enjeu de la problématique de la traite de personnes dans les Laurentides. On savait très bien que ça existait, vous pouvez vous en douter. On n'arrivait pas ici en se disant est-ce que ça existe ou pas, on le savait très bien. Par contre, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas trop certains que ça existait, pensaient peut-être qu'on exagérait. Bien, quand vous dites on était certain que ça existait, oui, mais on a tendance à penser que ça se produit plus dans les grands centres comme Montréal, Toronto, Vancouver, mais pas dans les Laurentides. Exactement. Quand je dis on était certain, c'était nous au Phare des Affranchis. Ah, OK. Oui. La population, en général, souvent a tendance à penser que ça se passe seulement dans les grands centres. Et ça, c'est même seulement depuis quelques années, parce qu'avant, on pensait que la traite de personnes, ça se passait seulement même dans d'autres pays. Maintenant, il y a eu des séries télévisées que je nommerai pas, mais que vous connaissez aussi bien que moi, qui ont amené le sujet sur la place publique. Il y a eu des événements qui se sont passés qui ont fait que les gens savent que ça se passe ici, au Québec, mais pensaient encore que ça se passait seulement dans les grands centres, Montréal, Québec. Là, avec la recherche qu'on voulait démontrer, c'était comprendre comment est-ce que ça se passe ici. Et est-ce que les intervenants, les gens qui sont en contact dans le quotidien, souvent sans même le savoir, avec des victimes, est-ce qu'ils sont outillés pour agir? Est-ce qu'ils sont outillés pour référer? Et c'est ça qu'on a fait. Alors, pour la métho, on a envoyé un questionnaire en ligne à des intervenants autant du milieu policier, de la justice, santé, scolaire, communautaire, protection de la justice, là, très vaste. Tous des gens, encore là, je le répète, susceptibles d'être en contact avec des victimes. Puis on leur a demandé est-ce qu'ils se sentent en confiance pour identifier, est-ce qu'ils ont eu de la formation, est-ce qu'ils ont été en contact avec des victimes dans les 5 dernières années. Puis de là, pour terminer au niveau de la métho, bien, on est allé avec des analyses quantitatives, qualitatives et avec des groupes de discussion aussi là, pour approfondir les résultats de ces questionnaires-là. La traite de personnes, c'est quoi pour ceux qui se le demandent encore? L'exploitation d'êtres humains. Que ce soit au niveau sexuel ou salarial, etc.? Ça prend plusieurs formes, vous avez raison. On entend plus souvent parler de l'exploitation à des fins sexuelles. Ça n'empêche pas qu'il y a de l'exploitation à des fins de travail. On va penser, par exemple, à un travailleur, peu importe, il y a différents milieux qui peuvent être touchés, qui va soit être... Ses droits humains ne seront pas respectés. On va lui demander de travailler des heures pas possibles. On peut y avoir enlevé ses papiers d'identité. Il peut vivre de la violence ou pas. Il y a différentes situations possibles. On va penser à de la servitude domestique aussi. Donc, des personnes qui sont engagées pour s'occuper des enfants, les tâches ménagères et qui, encore là, les droits humains ne seront pas respectés. Puis on peut parler aussi de mendicité forcée. Puis ça se passe encore dans les Laurentides. Là, je vais vous donner un peu plus tard là, des résultats de la recherche. La mendicité forcée, c'est de dire à une personne, soit parce qu'elle a un plus jeune âge ou elle est plus âgée ou elle a un handicap, bien, on sait que cette personne-là, si elle est en train de mendier, va récolter plus d'argent, de la faire mendier pour qu'elle rapporte plus d'argent aux trafiquants. Puis il y a le prélèvement d'organes. Fait qu'il y a 5 formes, puis même il y a le mariage forcé aussi qu'on inclut aussi. OK. Comme je le disais dans mon introduction, il y a 315 personnes que vous avez identifiées comme ayant été victimes de traite de personnes. Comment vous arrivez à ce chiffre-là? Oui. Au fait, c'est important que je vous le dise, quand on a questionné les intervenants sur leur contact dans les 5 dernières années avec une victime, on avait une limite à la recherche. Et ça, c'est important, on le met, c'est bien écrit dans le rapport d'ailleurs, c'est que les 315 victimes, ce sont des personnes, dans le fond, c'est de ces 185 personnes-là qui ont répondu au questionnaire, il y en a 53 qui ont dit « Oui, j'ai été en contact dans les 5 dernières années avec une victime de traite ».
Ils nous ont donné un chiffre à peu près et on a pu arriver à 315 victimes. Ces 315 victimes-là, vous me voyez peut-être un petit peu venir, c'est que c'est différents intervenants qui les ont rencontrées. Ce qui fait qu'elles peuvent avoir été identifiées plus d'une fois. Ce n'est pas un chiffre unique. Ça ne veut pas dire que ce sont 315 victimes différentes. Il peut en avoir quelques-unes qui ont été identifiées par un professeur et en même temps par quelqu'un en protection de la jeunesse. Par contre, et là, c'est vraiment important de le dire, comme dans tout enjeu social, c'est vraiment important de le dire, comme dans tout enjeu social, les chiffres qu'on a sont probablement très sous-estimés. Parce qu'on a aussi dans la recherche comme résultat que les gens sont très peu outillés à dépister. Alors, les 53, il y en a probablement bien d'autres qui ont été en contact, mais qui n'ont pas reconnu qu'ils étaient en contact avec des victimes. Moi, la majorité de ces 315 personnes-là identifiées, est-ce que j'imagine que ça avait rapport avec l'exploitation sexuelle? On a un bon nombre de ces victimes-là qui avaient vécu de l'exploitation à des fins sexuelles. Par contre, on a également de la servitude domestique, de l'exploitation à des fins de travail et de la mendicité forcée dans la région. La servitude domestique, c'est l'esclavage? La servitude domestique, c'est quand je vous parlais des personnes qui sont dans un milieu familial, qui s'occupent des enfants, des tâches ménagères, à qui on peut dire, bien, tu te lèves le matin, tu commences à 6 heures, tu finis à 11 heures, tu n'as pas le droit de sortir d'ici, tu me donnes tes papiers d'identité et tu n'es pas payé parce que je t'héberge. Okay. Par exemple. Je vous donne un cas de figure, on s'entend qu'il y a plein de situations. Ça peut être, par exemple, des travailleurs dans les champs. Bien, servitude domestique, ça, c'est vraiment en milieu, ça le dit domestique, là, donc ça, c'est dans un milieu familial. Dans un milieu familial. Mais l'exploitation des fins de travail, vous avez tout à fait raison, ça peut se passer, ça peut être des travailleurs agricoles, mais ça peut être dans d'autres milieux comme le milieu de la construction, de la restauration et autres. Une fois que vous avez tout analysé les résultats de cette étude-là, qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Et c'est le manque de... Il y a beaucoup d'intervenants qui se disaient dépourvus s'ils étaient mis en contact avec une victime. Puis je vous rappelle que ce n'est pas des intervenants, pas des gens qui travaillent au dépanneur, c'est des gens qui sont en contact fréquent avec des victimes, qui se disent dépourvus. Et on a plus de 40 de ces intervenants-là qui ne savaient pas où référer s'ils étaient en contact avec une victime ou ont préféré ne pas répondre à la question. Et que ça, c'est des chiffres inquiétants. En effet. Est-ce qu'on a des services qui sont offerts dans la région? Moi, à part le phare des Affranchis, vers qui on peut se tourner si on est victime de traite de personnes? Bien, c'est sûr que le phare des Affranchis offre des services directs, donc pour toute la région, s'il y a des besoins, on invite les gens à nous contacter. Il y a aussi, en fonction des différents types de traite de personnes, on peut référer à d'autres organisations. On a des lignes d'écoute aussi, on en a une qui est provinciale, donc qui couvre toute la province. Bilingue confidentiel 24/7, qui peut outiller aussi les victimes d'exploitation sexuelle dans ce cas-ci, parce que c'est la ligne pour travailler contre les violences sexuelles. Il y a une ligne canadienne contre la traite de personnes aussi. Donc ça, c'est toutes des ressources qui sont disponibles aussi. OK. On sait qu'il y a souvent des études comme celle-là qui peuvent malheureusement se retrouver sur une tablette, on les laisse là. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour vous assurer que ces résultats qui sont alarmants se rendent à la bonne personne et qu'on agisse en fonction de ça? Bien, votre question est excellente. Au fait, ce qu'il y a derrière ça, c'est que la recherche, on ne l'a pas faite pour faire la recherche. C'est pas, ça fait pas partie de notre approche, de notre fonctionnement, puis c'était pas du tout le souhait de l'équipe de recherche du Cégep ou de notre côté du tout. L'objectif, c'était d'amener à des recommandations concrètes. Donc, la recherche donne lieu à des recommandations qui sont adressées autant aux élus, aux représentants gouvernementaux, aux gestionnaires, aux intervenants et même aux citoyens. Et ça, on va s'assurer, on le fait déjà. Il y a déjà des choses même qui sont en branle actuellement dans la région. Là, il y a la commission parlementaire qui a déposé son rapport il y a quelques heures à peine au niveau de l'exploitation sexuelle des mineurs. Donc, c'est certain que ça, on ne laisse pas ça tomber. Nous, c'est notre mission. On travaille exclusivement contre la traite de personnes et c'est certain qu'en voyant les nombreux besoins, le besoin criant, urgent dans la région, c'est certain que c'est pas tabletté. C'est notre mission. C'est pour ça qu'on existe. C'est pour aider les gens puis s'assurer que les victimes ont un filet de sécurité. Les victimes, est-ce qu'ils sont portées à venir cogner à votre porte? Est-ce que vous en voyez régulièrement? Bien, c'est sûr que c'est un nouveau service que nous, on peut offrir parce que jusqu'à tout récemment, on n'avait pas les fonds pour l'offrir. Donc, la demande arrivait, mais ce n'était pas un service qui pouvait être offert par notre organisme. On avait plusieurs autres services. Ce qui se passe en fonction, par rapport à la réalité de la traite de personnes, des victimes, il y a beaucoup d'isolement. Donc, c'est sûr qu'on compte sur les gens pour passer le mot, pour les journalistes, pour diffuser l'information, pour les organisations communautaires aussi, les organisations de proximité. S'ils sont en contact avec quelqu'un qui est victime, bien, premièrement, faut-il reconnaître, après ça, référer vers les ressources. Il y a beaucoup de ce bouche à oreille-là. Ils ne font pas nécessairement, ces gens-là, confiance du premier abord. Alors, ils ont besoin de se faire prouver
que les services qu'ils vont recevoir mais vont suivre leur rythme, vont être flexibles, vont comprendre la réalité. Fait que c'est un travail qui se fait petit à petit, mais c'est sûr qu'on est très actif là, sous plusieurs fronts pour s'assurer que les victimes connaissent les services. Dis-moi, est-ce que la majorité des victimes sont des femmes? Il y a beaucoup de victimes qui sont des femmes, oui. Puis dans la recherche qu'on a publiée il y a quelques jours aussi, ce qu'on sort, c'est qu'il y a une grande majorité de femmes et de filles mineures. Okay. Par contre, c'est très important de ne pas oublier les garçons, les personnes LGBTQ+, les personnes trans, qui sont aussi victimes et qui ont d'autres enjeux aussi, pour ne pas minimiser ceux qui touchent les femmes, mais qui ont d'autres enjeux aussi pour vraiment aller faire des demandes d'aide. Donc, c'est certain qu'il y a une réalité, mais les pourcentages qu'on a encore là ne sont que la pointe de l'iceberg, même pour le côté personnes autres que des femmes et des filles qui sont victimes. Avez-vous remarqué aussi que les immigrants étaient davantage touchés? Oui, il y a des personnes immigrantes, hein, parce qu'on parle de vulnérabilité. Pour être victime d'exploitation, peu importe la forme, bien, qu'est-ce qu'ils vont utiliser, les trafiquants? Ils vont utiliser les vulnérabilités. Puis ça, bien, on en a tous et toutes des vulnérabilités. On en a à l'adolescence. Pour ça que des trafiquants, surtout en matière d'exploitation sexuelle, vont utiliser ces vulnérabilités-là des jeunes pour les recruter. Mais également, l'immigration en fait pas exclusion. C'est-à-dire que si on arrive dans un nouveau pays, on connaît peu les ressources, peut-être qu'on ne connaît pas la langue, on a accès, on est un peu plus isolé, bien, ces vulnérabilités-là encore là peuvent être des portes d'entrée faciles pour les trafiquants. Donc oui, ces personnes-là peuvent être exposées à l'exploitation. Vous me parliez il y a quelques minutes de votre financement. De quelle façon vous êtes financé, justement? On a plusieurs financements par projet. On a aussi de l'aide financière là, qui vient du SACEI parce qu'on est un organisme en défense des droits. Donc, étant actif sous plusieurs fronts, mais c'est sûr qu'on a différentes sources d'entrée. Est-ce que vous avez de la difficulté à vous faire reconnaître auprès de Québec, par exemple, pour recevoir des fonds? Non, pas du tout. Je vous dirais que ça va assez bien. Le besoin est là. Il y a beaucoup de gens qui de plus en plus croient au fait qu'il faut agir ensemble. Je pense que le dépôt de la commission tantôt le montre. J'ai bien hâte de voir les actions concrètes qui vont en découler. Mais c'est certain que c'est un sujet qui touche les gens. Il doit être pris au sérieux et là, il y a la commission en matière d'exploitation sexuelle des mineurs, mais il y a toutes les autres formes de traite aussi qui doivent venir à l'avant-plan, qui doivent être déclarées comme des priorités. Fait qu'être reconnu, non, ça se passe assez bien. Je vous dirais qu'il y a encore du travail à faire, là, mais ça va dans le bon sens. Au début de notre entrevue, vous me parliez de votre collaboration avec le Cégep de Saint-Jérôme. Oui. De quelle façon le Cégep s'est impliqué dans cette étude-là? Bien, au fait, voyant le besoin pour la recherche, on a approché le Cégep. Et puis, ça n'a pas été trop long qu'il y a eu de l'intérêt d'une chercheuse en psychologie, Édith de la Sablonnière, et qui, en compagnie de co-chercheuses Marie-Josée Morin et Roxana Stekilescu, ont vraiment embarqué à pieds joints dans le projet et c'est en complémentarité qu'on a vraiment bâti le projet. Ça a été au cœur là, du projet, c'est-à-dire que de notre côté, on avait notre chargé de projet, moi-même qui travaillais sur le projet aussi, et de leur côté, les chercheuses, ça a fait même des étudiants en recherche qui ont pu contribuer. C'est ça qui a fait la force de l'équipe de recherche, une multidisciplinarité. Parce que nous, on n'est pas chercheuses, on a l'expérience sur la traite et de leur côté, amenait tout le côté métaux et analyse. Quand on dit qu'il y a 315 personnes identifiées, est-ce que c'est un chiffre qui vous a surpris? Et est-ce que c'est comparable à ce qui se passe ailleurs au Québec, dans les régions, où on est une région où on en retrouve davantage qu'ailleurs? Je peux malheureusement pas tant me mentionner là-dessus et la raison, elle est simple. C'est qu'il n'y a pas énormément de recherches comme celle que nous, on a faite dans d'autres régions. Là, il ne faut pas oublier qu'on est du point de vue des intervenants. Donc, quels intervenants ont été en mesure de reconnaître ou pas? On sait qu'il y a des lacunes à ce niveau-là. Est-ce que le chiffre m'a surpris personnellement? Non. Ne m'a pas surpris parce qu'on le sait que ça existe. On est content que là, le chiffre peut être mis au grand jour et que les gens puissent en prendre conscience. Ne m'a pas surpris. Comme je vous dis, il est même probablement vraiment sous-estimé. Est-ce qu'on se compare aux autres villes? C'est sûr qu'il y a, dans les grands centres, c'est d'autres réalités. Ici, on a un grand territoire, facile d'isoler des gens. C'est facile de se rendre en Ontario par la 50. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup dans notre contexte qui font que la région n'est pas épargnée, au fait, actuellement. Je ne peux pas faire une comparaison avec d'autres villes parce que des recherches comme la nôtre, il n'y en a pas eu plusieurs ailleurs au Québec. Vous avez la loi de votre côté parce que c'est illégal là, d'exploiter des personnes, on s'entend. Est-ce que les services policiers ont les moyens d'intervenir et est-ce qu'ils le font? Encore une autre excellente question. En fait, les corps policiers ont les moyens dans la mesure où, en ce moment, par exemple, c'est illégal depuis 2014 d'acheter des services sexuels. C'est-à-dire que toute personne qui sollicite pour acheter des services sexuels, là, qu'on va appeler, peu importe la dénomination qu'on utilise, là, client abuseur ou acheteur de services sexuels, bien, ces personnes-là peuvent être passibles d'arrestation et de peine.
Donc ça, c'est sûr que, oui, la loi prohibe l'exploitation, prohibe la traite de personnes sous toutes ses formes, prohibe l'achat de services sexuels, le proxénétisme, etc. Par contre, toujours faut-il que cette loi-là soit appliquée. Fait que ça, il y a encore du travail à faire. On travaille fort de notre côté aussi. Je pense qu'au niveau de la formation, de la connaissance de l'enjeu auprès des corps policiers, ça va aider, mais il y a des actions en ce sens qui s'en viennent. Mais c'est un travail, c'est un work in progress, comme on dit en anglais. Parce que du côté de la société, on a comme l'impression que c'est quelque chose que les forces de l'ordre laissent aller à quelque part, là, pour quelle raison, je ne sais pas, mais est-ce que c'est l'impression que vous avez également? Laisse aller, non. Je pense qu'ils ont besoin de plus de moyens. Je ne parle pas forcément de moyens financiers, je parle de moyens concrets sur comment mettre à l'œuvre ces actions-là, comment appliquer la loi, comment bien comprendre la loi aussi d'une région à une autre, parce que les corps policiers peuvent avoir une compréhension différente d'une région à une autre. C'est ce qu'on observe aussi. Il y a du travail à faire là-dessus, de développer un langage commun, une compréhension commune. D'ailleurs, ça, c'est une des choses qui ressort de la recherche aussi, comme un manque. Un manque de vocabulaire commun, un manque de compréhension commune. En travaillant là-dessus, ça va aider les corps policiers à avoir une réponse commune. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en terminant pour les années à venir, au Phare des Affranchis, avec cette étude-là que vous avez entre les mains maintenant? Mais de continuer à mobiliser les gens, parce qu'au bout du compte, finalement, ce sont les gens qui peuvent faire une différence. C'est pour ça que je ramène même les citoyens au pouvoir qu'ils ont. C'est pas s'il y a des gens qui nous écoutent et qui disent, bien moi, qu'est-ce que je peux faire? C'est bien trop compliqué, c'est trop gros. Ce n'est pas vrai. Chaque personne peut faire à la hauteur de ce qu'elle peut faire. À titre de citoyen, d'en parler autour. Si vous avez des inquiétudes, de manifester ces inquiétudes-là avec la personne, de la référer aux ressources. En tant que journaliste, d'en parler, en tant qu'élu, de mobiliser. Mais c'est au-delà des organisations, ce sont les personnes qui peuvent faire quelque chose. Puis ça, je souhaite qu'on soit capable, avec la recherche, avec les programmes, avec tout ce qui se passe en ce moment sur cet enjeu-là, au Québec et dans la région, qu'on puisse vraiment mobiliser les gens, qu'on soit capable de faire ça ensemble. Parce que c'est vraiment une réponse concertée que ça prend. Merci, Nathalie Claire, de nous avoir accordé ces quelques minutes. Merci à vous.